Monsieur le Président de la Société, merci pour cette invitation, pour participer à cet événement scientifique. Je voudrais remercier les laboratoires Lilly pour m'avoir donné l'opportunité de parler d'un sujet pratique plus. Je ne vais pas, comme Mansour a fait défiler des plaques et des résultats, moi je vais un petit peu discuter avec vous sur le plan pratique et vous présenter les deux facettes, la prise en charge du diabétique, notamment insuliné, et qu'est-ce qui pose comme problème quant au pronostic, quant à la prise en charge. Et surtout, ça va être un petit peu philosophique de ma part, parce que je vais discuter avec vous surtout cette façon de prendre en charge le malade diabétique, c'est les complications et bien sûr les différentes facettes qui vont être un petit peu en conclusion, l'inertie thérapeutique et l'inobservance thérapeutique qui pourraient être sujets à des complications. Donc voilà, mes conflits d'intérêts. Je commencerai par cette citation de Sir William Osler. La médecine est une science fondée sur l'incertitude et un art sur la probabilité. On verra ça en fin de ma communication. Une introduction, bien sûr, je vais remercier les laboratoires Lilly, ces 100 ans d'innovation dans le diabète. Vous connaissez tous l'historique de Lilly et son engagement dans la fabrication de l'insuline, comme ils ont été leaders de l'insuline. Et bien sûr, c'est un héritage, premier laboratoire à avoir mis sur le marché de l'insuline. C'est l'insuline animale qui a été mise sur le marché en 29. En 82, c'est la technologie ADN. Et bien sûr, l'Humalog qui a été mis sur le marché, analogue rapide et mix. Notamment la basale, connue en Algérie par la Basaglar, qui est approuvée par l'IMA et la FDA, indiquée dans le traitement du diabète type 2, comme vous connaissez. Et c'est la première insuline biosimilaire à avoir bénéficié de l'approbation de l'Union européenne et du FDA. Donc deux paramètres, deux sociétés qui conditionnent la mise sur le marché de certains médicaments, notamment dans la pathologie diabétologique et cardiovasculaire. Bien sûr, on va fêter peut-être, on va fêter l'anniversaire des 100 ans de Lilly 2023. Et pour rappel, il y a les fameux Best and Benting qui ont mis en exergue cette insuline, qui ont sauvé des millions d'êtres humains sur Terre, et avec pour vous dire que même leurs collaborateurs ont bénéficié, ont pu avoir le prix de médecine en 1923. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un passé réel scientifique qui est derrière ce laboratoire. Voilà. C'est pour vous. Donc, je vais passer à l'utile. Et donc, tout médecin qui prescrit de l'insulinothérapie à un malade, vous le savez très très bien, il y a cette hantise d'hypoglycémie. Hein, donc, ce qui fait qu'il y a ce petit rejet, cette façon de prescrire qui reste toujours tributaire des complications et des effets secondaires de l'insulinothérapie. C'est bien, Mansour a un petit peu mis en exergue l'association inhibiteur SGLT2 et GL1, c'est vrai, avec moins d'effets secondaires type hypoglycémique, mais je lui réponds peut-être que l'insulinothérapie reste d'actualité dans le traitement et que c'est parmi les paliers du traitement du diabétique, quel que soit X. Et donc, pourquoi les défis de l'équilibre glycémique? C'est que cette hypoglycémie, elle est pourvoyeuse et d'effets secondaires que vous connaissez tous, cardiovasculaires et tout, et certaines facettes et réticences de la part du malade et bien sûr du médecin. Le malade, c'est clair et net, il a peur de l'hypoglycémie. Et surtout, c'est son environnement immédiat qui fait que, des fois, il y a cette réticence devant cette insulinothérapie. Et dans cette étude, elle montre très très bien que le malade, la peur de l'hypoglycémie, le vécu, fait qu'il diminue un petit peu les doses, ce qui n'est pas normal. Par contre, en face de lui, il y a le médecin.
le médecin, des fois, il a cette peur, cette hantise de l'hypoglycémie, et il le dit. Il le dit après dans cette étude que je traiterai mes patients plus agressivement s'il n'y avait pas aucune inquiétude concernant l'hypoglycémie. Donc vous voyez que le frein, il pose problème et malade et médecin. Et donc moi, dans cette intervention d'aujourd'hui, je voudrais mettre en exergue ce hiatus qui concerne la prise en charge du diabétique, malade et médecin. Quelques conséquences que vous connaissez tous, le cerveau, le cœur, la circulation, l'appareil locomoteur. Donc vous connaissez toutes ces complications, je passe. Et bien sûr, cette hypoglycémie, dans les pays qui se respectent, ils évaluent le prix de la prise en charge d'un malade. Et que cette hypoglycémie, quand le malade est hospitalisé, il y a un prix. Et le prix qui a été pratiquement évalué, il est de 7 317 $. Donc l'hospitalisation d'une hypoglycémie, ce n'est pas gratis. Il y a un coût derrière. Et bien sûr, des complications. Donc je vais passer sur certaines revues systématiques qui mettent en exergue l'hypoglycémie et ce qui a comme effet indésirable les événements cardiovasculaires, les masses. Je citerai l'étude Accord, l'étude Origine, sans les détailler, et l'étude Advance qui mettent toujours en exergue sur le plan Evidence Basic Medicine ce relationnel entre hypoglycémie et mortalité cardiovasculaire. Cette plaque j'aime bien, pourquoi? Parce qu'elle met en exergue exactement la façon de voir. Le médecin a tendance à ne pas trop prendre en sérieux cette hypoglycémie, mais qui pourrait être une des causes de la mortalité, et que ça a été prouvé dès les 2 premières semaines jusqu'à 1 année. Le patient, quand il vous fait une hypoglycémie sévère qui a été hospitalisé, attention, dans l'année, les 2 semaines et l'année, c'est un bonhomme qui peut faire une complication grave et même mortalité. Ça, c'était pour un petit peu documenter l'hypoglycémie, tout ce qui entoure cette complication et cet effet secondaire. Maintenant, les items qui nous intéressent dans cette présentation, c'est le vécu. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le philosophique. Donc, 2 concepts régissent la prise en charge du diabétique. Le concept, même les maladies chroniques, mais chérie, le diabète, toute maladie chronique, ce n'est pas normal que quelqu'un prenne des médicaments 5, 4, 3, 6 par jour. C'est anormal, on va en discuter. Et donc, il y a cette notion d'observance et de non-observance. Et bien sûr, l'inertie clinique qui va vers le médecin. Et dans les pays, maintenant, actuellement, ces 2 concepts, je pèse mes mots, ces 2 concepts sont considérés comme facteurs de surrisque cardiovasculaire. Facteurs de surrisque cardiovasculaire. Ils vont plus sur les médicaments, parce qu'ils sont efficaces ou pas. Maintenant, c'est ces 2 items qui conditionnent la prise en charge quotidienne du malade. Et on va un petit peu les développer, et on va voir qu'est-ce qui se passe ici en Algérie, en discutant peut-être avec vous. La relation médecin-malade, elle est codifiée, elle est simple. Maladie, rencontre, diagnostic, décision thérapeutique, prescription et prise du traitement. Ça, c'est la logique de la chose. Oui, pardon. C'est la logique de la chose, la prise en charge, le quotidien du malade, avec son médecin. Par contre, dans cette non-observance, on va la définir avant de voir qu'est-ce que c'est. C'est une absence d'adéquation entre le comportement des patients, par exemple la prise des médicaments, ou le suivi d'un régime, ou bien les prescriptions médicales. Ça, c'est la conception. On va vers l'exercice clinique maintenant. Pourquoi le médecin est inerte? Pourquoi il ne va pas vers cette agressivité entre guillemets? Toujours le parcours malade et tout, mais à l'étape de prescription, regardez bien, pardon. À l'étape de prescription, regardez, il est inerte. Il n'arrive pas à prescrire et à être agressif.
Donc, s'il ne prescrit pas, pas de traitement, et donc l'efficacité des soins vers ce malade, quel que soit X, et notamment le diabète, ça va être diminué. Donc, regardez un petit peu cette étape. On passe. Et donc, cette inertie clinique, c'est quoi? C'est un comportement de médecin reconnaissant la problématique, mais il n'arrive pas au passage à l'acte. Donc, il y a un frein. Bien que, qui m'égale toujours Mansour, mon ami, on a toute la pléthorique médicamenteuse sur le terrain. On a nos insulines, on a nos inhibiteurs SGLT2, on a notre biguanide et on a nos inhibiteurs SGLT2. Donc, il y a ce frein. Pourquoi cette inertie médicale clinique? On va évoquer les causes. Les causes sont là. On a essayé de conclure dans le sens des causes. Et bien sûr, c'est peut-être c'est le manque de formation du concept de titration, surtout chez le diabétique. Deuxièmement, c'est la surestimation de leur compliance aux recommandations. Et entre guillemets, je dis bien le déni. Il y a le déni qui s'installe. Et la troisième explication qu'on pourrait donner, c'est l'utilisation de bonnes raisons. Là, on pourrait discuter. Le médecin va vous donner toujours de bonnes raisons pourquoi il n'est pas intensifiant ou là agressif. Le fil conducteur. Le fil conducteur, il est humain en médecine. Ce fil conducteur, où il va? Il va que ces patients souvent ne suivent pas les prescriptions de leur médecin. Et en même temps, c'est la non-observance. Et en même temps, les médecins, souvent, ne suivent pas les recommandations. Et donc, de bonnes pratiques. Et donc, c'est l'inertie médicale ou la clinique. Ces deux complémentarités, ces deux causes vont et concordent vers cette non-efficacité des soins. Et donc, comme proposition, nous, en tant que praticiens, c'est de considérer l'importance du facteur humain des deux côtés. Malade, médecin. Toujours dans le fil conducteur du facteur humain, je vais vous dire, il est naturel de ne pas être observant. Je vous l'ai dit tout le temps. Je l'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas normal que quelqu'un prenne 4, 5, 6 médicaments par jour. Moi, vous me prescrivez 6 à 7 médicaments par jour, ce n'est pas évident pour moi que je vais être observant. Donc c'est logique, il faut respecter un petit peu cette pensée. Et donc nous sommes tous médecins, malades, on est des êtres humains. Un sujet d'étonnement, je prends le diabétique, c'est un diabétique sur 3, 35% ne prennent pas leurs médicaments. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pléthorique médicamenteuse chez lui. Donc les effets néfastes de la non-observance, on les voit dans la prise en charge des malades chroniques type diabète. C'est plus de diagnostic de complications à cause du retard, plus de coûts à court terme, plus de coûts en externe, les malades vont plusieurs fois chez les médecins et tout, et bien sûr, plus de visites aux urgences et plus d'hospitalisation et augmentation de la durée de moyenne du séjour en hospitalisation. Donc vous voyez que cette non-observance elle a un coût et elle a des conséquences. Un exemple d'inertie clinique chez le médecin, il a été prouvé dans cette étude que 1 an après que la deuxième hémoglobine n'a pas été atteinte, la cible, eh bien, mes chers amis, 60% ne remettent pas en question leur prescription et n'intensifient pas. Donc vous voyez que le médecin, il est un petit peu acteur dans cette inertie. Il est impliqué directement. Les conséquences de cette inertie clinique, c'est pratiquement 67% d'infarctus du myocarde, c'est 51% d'accident vasculaire cérébral et 64% d'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez les complications de cette inertie clinique. La deuxième anomalie concernant la prise en charge de ces malades, on a un système de santé. Ce système de santé, il y a l'autorité de santé, il y a l'évidence basic medicine, il y a les recommandations, il y a la prescription et il y a le patient. À un certain moment, les recommandations ne sont pas suivies.
et l'inertie clinique est là. Alors que pourquoi il y a cette inertie? Parce que les médecins n'arrivent pas à prendre cette décision de prescrire. Toujours dans le facteur humain en médecine, je le redis, c'est le facteur naturel. Il est naturel de ne pas être observant. Et les mêmes raisons peuvent être appliquées aux médecins. Même le médecin, il est humain. Donc il a cette attitude, ce système et ce sentiment de non-observance. Je ne le défends pas, le médecin. Je vais vous donner un exemple. Le malade, des fois, évite d'augmenter ses doses d'insuline. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas regretter ce qui s'est passé. Et le regret, c'est la non-observance. Vous voyez un petit peu le hic? Il n'augmente pas parce qu'il a peur de cette hypoglycémie sévère. C'est pour ça qu'il devient non-observant. Maintenant, c'est une question qu'on se pose, que je me pose. Le temps du doute. Faut-il sauver? Moi, je l'appelle le soldat Evidence Basic Médecine. Je réponds. Un questionnaire a été fait pour des médecins généralistes et vous regardez qu'est-ce qu'ils répondent. Les recommandations sont connues mais ne sont pas utilisées. Deuxième réponse, les généralistes les trouvent trop rigides, trop loin de la réalité. Est-ce que c'est vrai? On peut en discuter. Donner une explication à cette inertie clinique, les médecins ne font pas leur travail, je m'excuse. Les médecins n'écoutent pas leurs médecins, les malades n'écoutent pas leurs médecins. La maladie évolue lentement, à bas bruit. Les recommandations inapplicables, la société qui valorise l'action, individuelle bien sûr, les assurances et le coût et les industriels pharmaceutiques. Donc, devant cette inertie clinique, il y a une approche du médecin. Il faut accompagner le malade. Comment? En l'aidant, aider le malade à prendre soin de lui. Décision partagée, médecin, malade, environnement, c'est-à-dire la famille. Faire preuve de réalisme. Quand on n'a pas de médicaments, là, quand on ne peut pas faire une MAPA à un malade, on lui fait une autre mesure. Donc voilà le réalisme. Et l'intervention intégrée aux soins dans la durée, ça c'est la prise en charge ultérieure. Maintenant, on va aller vers cette évidence basic médecine versus réalité. Vous, prescripteurs, hospitaliers, libéraux et tout le monde. Et donc regardez dans les grandes études, nos amis sont là, les universitaires, ils font des études et tout, on veut répondre à une question dans les études. Il y a des biais, parfois. On raisonne sur des cohortes de malades. Et on compare toujours deux groupes. Par contre, dans la vraie vie, il n'y a pas de critères d'inclusion, je m'arrête. Quand vous êtes devant un malade, il n'y a pas de critères d'inclusion. Le patient ne pose pas une question, il pose plusieurs questions différentes. Et on soigne un patient, un individu, rappelez-vous. Toujours dans cette versus évidence basic médecine et vraie vie, les grandes études répondent à des questions techniques. On utilise ces billets, parfois. L'essai clinique, il est randomisé, tout le monde le sait comment ça se passe. La rationalité technique prime. Par contre, dans la pratique quotidienne de vous, de moi et des autres, le raisonnement du médecin ne se repose pas sur une rationalité. Il est technique. En tout cas, pas uniquement. C'est l'incertitude. C'est pour ça que je vous ai dit la fameuse phrase d'Osler. Un cas, un exemple. Le médecin, des fois, dans l'inertie clinique, comme conséquence du regret anticipé, la peur, l'agressivité, le médecin dit, nous préférons les erreurs par omission, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, aux erreurs par commission. Ce qui est arrivé, c'est à cause de ce qu'on a fait, cause-effet. Et dans l'inertie clinique, c'est l'erreur, elle est par omission. Ça veut dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. En conclusion, ces deux items, ces deux concepts de prise en charge du malade chronique type diabétique, où il y a cette assiduité quotidienne qu'il faut assurer par le médecin, par l'environnement et par le malade, les patients souvent ne suivent pas les prescriptions de leur médecin. C'est la non-observance. Les médecins souvent ne suivent pas les recommandations de bonne pratique.
c'est l'inertie clinique. Ces deux anomalies ont des conséquences, c'est la mauvaise prise en charge et l'efficacité des soins. À nous de réfléchir et proposer et de définir l'importance de considérer le facteur humain des deux côtés, malade, médecin. La relation thérapeutique, c'est deux facettes, deux êtres humains. Et je vous remercie.